Alors, bonjour mesdames. Après Bonjour. une table ronde masculine, nous avons une table ronde féminine. Alors, Isabelle, je voulais commencer avec vous. On a vu ce matin, tout au long de la matinée, que les partenariats entreprises-culture ne sont pas simplement des échanges argent-visibilité, que les exigences et les besoins des entreprises ont même pas mal évolué. Quelles sont les nouvelles attentes, justement, des entreprises aujourd'hui lorsqu'elles s'engagent dans un partenariat culturel ? Alors déjà, lorsqu'elle s'engage dans un partenariat culturel, ce qui n'est pas toujours ce qui nous intéresse, nous, à Art et Culture, qui est donc cette nouvelle agence dont on parlait au début, c'est de travailler sur plusieurs objectifs. Le premier étant celui d'avoir créé la RCE, donc la responsabilité culturelle des entreprises, pour déjà, fort d'un constat qui était selon nous que la culture est un maillon manquant et la grande oubliée de la RSE. Donc en fait, déjà d'une part, on essaie d'aider les entreprises, puisque je l'ai constaté à plusieurs reprises, que celles-ci ont la sensation qu'elles doivent faire un choix parfois entre leurs engagements RSE et un engagement culturel. Ce qui n'est pas forcément le cas, puisque comme le disait Yann tout à l'heure, les actions culturelles renforcent, nourrissent, illustrent très bien les engagements RSE des entreprises. Donc, deuxième chose, nous avons mis en place depuis le premier trimestre 2024 une série d'ateliers avec un comité d'experts constitué d'acteurs du monde de l'entreprise et de la culture pour réfléchir à ce concept de RCE et explorer les champs d'action possibles. Nous travaillons en parallèle avec Hafner Certification pour identifier, mesurer, évaluer ces actions, pour que les entreprises puissent les valoriser, les replacer au cœur de la stratégie de l'entreprise. Donc ça, c'est une chose. Et puis, nous avons ce devoir, quelque part, aussi d'être force de proposition. Et on vient à ta réponse, également créative, de créer un nouveau langage commun pour les entreprises et les acteurs culturels qui sont tous pleins de bonne volonté. Et certains, pas tous bien sûr, certains ont du mal parfois à se comprendre, voire même à se trouver. Je suis très surprise parfois d'avoir des institutions culturelles référentes, avoir des projets absolument dingues et ne pas avoir de partenaires, ne pas savoir où les trouver, comment les solliciter, comment leur parler. Et quand je parle de force de proposition créative, c'est ce nouveau territoire de création qui s'ouvre et que nous essayons de pousser et d'explorer avec les entreprises. Je donne quelques exemples parce que pour l'instant, chez Havas, on ne vient pas forcément de manière naturelle nous chercher sur des sujets culturels et nous faisons en sorte que cela se fasse plus régulièrement. Je donne l'exemple d'Enedis. Qui est venu nous retrouver il y a quelques mois pour nous demander quelque chose de relativement classique dans le domaine de l'événementiel, à savoir un lieu pour un événement, prise de parole, cocktail, etc. Nous les avons emmenés au Mobilier National, qui évidemment est un lieu magnifique, un lieu garde-meuble de l'État, mais également un lieu de recherche et de création, etc., etc. Mais au-delà de les amener dans ce lieu culturel pour faire un événement d'exception, l'objectif était d'aller plus loin et de leur proposer un engagement et donc un mécénat et d'identifier avec eux quel est le mécénat le plus approprié à leur identité, à leurs problématiques, à leurs souhaits, leurs objectifs. Et ne pas faire un mécénat, on a vu avec le Mobilier National comment proposer quelque chose qui ne soit pas juste un mécénat classique de restauration. Ils ont donc mis en place un mécénat de la tapisserie des Jeux Olympiques par Marjane Satrapi, qui était complètement aligné avec leur actualité. Donc voilà, on essaie un autre exemple avec Alpine, avec qui je travaille depuis plus de 3 ans, qui au départ est venu nous trouver avec pas du tout le souhait, un quelconque souhait de faire des actions artistiques ou culturelles, jamais. Et on en est après 3 ans, vous le verrez dans 10 jours, à faire un reveal de voiture au Mans dont la direction artistique est faite par le collectif La Horde. On n'a jamais vu de reveal de voiture créé comme ça. Donc en fait, on essaie de valoriser, de structurer, d'aider à une mesure et une communication des actions, mais également être force de proposition sur des projets vertueux et créatifs.
Ce que j'entends, c'est que malgré tous les exemples qu'on a pu partager ce matin, il y a besoin parfois de créer cette rencontre et de créer les conditions de cette rencontre entre ces deux univers. Alors Myriam, je voulais me tourner vers vous parce que vous êtes un peu un pont entre l'univers du secteur culturel et de l'entreprise, puisque pour dire un peu de vous, vous êtes pianiste, vous êtes danseuse, vous êtes musicologue de formation, mais après vous avez effectivement toute une partie de votre carrière dans le secteur privé, notamment vous avez travaillé en start-up. Est-ce que justement l'agence L'Accordeur, dont vous pouvez nous dire quelques mots, elle a justement vocation à essayer de faire ce pont entre deux univers, deux pratiques? Oui, c'est totalement ça. Donc, sans vouloir faire le jeu de mots du grand écart entre les éléments, je précise aussi que je suis historienne de l'art et archéologue et que j'ai fait mes armes en Angleterre, où le fait de mélanger l'artistique et le business n'est pas du tout un gros mot. Donc, au final, j'ai aussi une culture anglo-saxonne qui a peut-être débloqué. Et quand je suis revenue en France, où j'ai travaillé pour des très beaux projets dans le marché de l'art, le développement du Louvre à Lens, etc., au final, je me suis rendu compte assez vite que là où on me demandait, c'était pour des postes plus commerciaux. Et les deux startups, j'étais à la direction commerciale. Donc, très clairement, là où il fallait générer de l'argent. Et au final, en rencontrant tous les opérateurs au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte qu'il y avait des opérateurs qui étaient, pour le coup, que vous allez rencontrer chez Havas, qui viennent assez spontanément et qui veulent justement du mécénat, pas que pour le financement évidemment, mais aussi pour l'image et le partenariat stratégique. Mais il reste encore vraiment énormément d'acteurs du secteur artistique et des projets culturels où alors il y a probablement une méconnaissance, parce que quand on a fait les Beaux-Arts, on n'est pas armé, on ne sait pas ce que c'est que le marketing, que la com, comment on vend, comment on cherche les clients. Et de l'autre côté, on a aussi, et ça c'est encore une réalité qui vient de l'exception culturelle française, une forme de défiance, où là justement, l'accordeur est un nom qui vise aussi à accorder les opérateurs du secteur artistique avec eux-mêmes pour se rendre compte qu'au final, c'est encore une peur à lever et il y a quelque chose aussi d'un peu plus vertueux derrière. Donc je suis très contente, justement, je ne connaissais pas l'existence du label jusqu'à très récemment. Et donc, je pense que le secteur a besoin d'être rassuré. Moi, je travaille plutôt avec des opérateurs qui sont au démarrage, qui justement, au final, le message, il est dit de différentes façons. Le mot commercial, business, chiffre d'affaires n'est jamais prononcé, mais c'est comment je peux vivre de mon art. Donc, effectivement, il y a le mécénat, les subventions se réduisent comme une peau de chagrin. Et moi, je les forme aussi dans l'idée à devenir des opérateurs privés, à générer eux-mêmes leur propre chiffre d'affaires et à devenir indépendants. Donc c'est vrai que l'accordeur va aller chercher de manière transverse les opérateurs du secteur artistique. Il y a des typologies quand même qui se dessinent, même si l'accordeur est très très jeune, on voit qu'il y a des secteurs qui ont vraiment besoin d'accompagnement et c'est là principalement où j'interviens. Alors, effectivement, il y a de plus en plus de rapprochements, donc soit même dans la perception de comment faire avancer un projet, et c'est ce que vous faites, la manière dont vous accompagnez en fait vos clients avec l'accordeur. Mais dans ce rapprochement entre secteur culturel et secteur de l'entreprise, on voit qu'il vient avec son lot parfois de résistance, parfois d'appréhension, des besoins de réassurance et des risques aussi pour les marques, que ce soit le culture bashing ou le culture washing. Géraldine, vous qui du coup avez une perception un peu haute des relations entre culture et secteur privé, quels sont un peu, effectivement ces risques pour les marques et comment est-ce qu'on peut y répondre? Oui, alors donc depuis ce matin, j'écoute vraiment avec attention tout ce qui a été dit, et c'est vrai que en fait tous les exemples évidemment, et qui ont été ici présentés sont exemplaires. Parce que ça fonctionne bien et ce qui a été dit est très positif. Mais au-delà de cette relation entre, on va dire, entreprise et culture, est-ce que c'est vraiment un engagement ? Parce que il y a on parle depuis ce matin de beaucoup de choses, mais en fait, c'est quoi la culture, c'est quoi les marques et c'est quoi l'engagement ? Et en fait, si je me pose sur l'engagement, nous on fait énormément d'études avec des entreprises et des instituts d'études. Si une entreprise choisit de s'engager dans une cause, le minimum qu'elle puisse faire, c'est d'évaluer les retombées sur cette cause. Voilà. Donc, pourquoi on le fait ? Alors, évidemment qu'il y a du win-win, on l'a entendu ce matin, mais si on ne mesure pas concrètement, vraiment, l'impact que ça a sur la cause, ça peut donner une idée justement, et une perception de culture washing, parce que ce serait juste pour se donner une bonne image, etc. Donc, il y a des leviers pour ça, et on sait que le plus important, ça a été dit, c'est la continuité.
hein. Mais il y a aussi cette notion de cohérence globale. C'est-à-dire que si, aujourd'hui on a parlé beaucoup de micro-cas, de micro-exemples, mais si l'activité de l'entreprise, par exemple on est un média, donc on peut évidemment s'engager dans la culture, mais si au-delà de ça, dans sa programmation, on ne met pas assez en avant la culture, etc., enfin, il y a une dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'engager uniquement dans des, on va dire des actions très précises si globalement on va dire l'écosystème de l'entreprise elle-même ne joue pas son rôle. Donc quand on est aussi dans le monde de la mode ou de la cosmétique, la représentation de la femme que l'on donne, c'est un engagement. Et donc après aller juste par exemple voilà, soutenir les femmes artistes, c'est pas suffisant. Donc pour éviter on va dire le culture washing, c'est cette cohérence globale de l'activité de l'entreprise avec ses actions voilà, d'engagement. C'est mesurer l'impact sur l'engagement et pas uniquement mesurer l'impact que ça peut avoir sur l'image de la marque ou de l'entreprise. Et pour qui? Parce que est-ce que ça peut pas être uniquement pour le public et les salariés et les consommateurs, mais aussi évidemment pour les artistes et le domaine culturel. Donc c'est ça qui fera la différence. Mais je pense qu'on a quand même 2000... c'est pas nouveau ce rapport entre l'art, la culture et également l'entreprise. Mais là, ça évolue dans le bon sens. Et je pense qu'il y a quand même encore des leviers à faire bouger parce que, vous le disiez, tout le monde ne comprend pas forcément aussi dans le domaine de l'entreprise que l'art, c'est pas juste une instrumentalisation pour vendre des produits. Et ça l'est encore quelquefois. Donc, il y a des bons exemples, ils sont là, et ça montre que ça va dans le bon sens, mais il y a encore des mauvais exemples où l'art est instrumentalisé. Et nous, par exemple, donc dans la chaire Marques et Valeurs, on fait une étude sur l'engagement des marques sur la communauté LGBT. Évidemment que on se dit, c'est super, ça part d'un bon sentiment. Mais en fait, des fois, on pense faire bien, mais on ne fait pas toujours bien. Et on peut faire du mal. Et là, on se rend compte que peu de gens ont regardé l'impact que les entreprises ont quand elles s'engagent sur la communauté LGBT. Et nous, on va voir la communauté LGBT et on se rend compte qu'il y a des réticences, de la stigmatisation, des stéréotypes. Et en fait, on pense faire bien, mais quelquefois, il y a une façon de faire qui fait qu'on ne fait pas que du bien à la cause qu'on souhaite défendre. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis pareil, dans tout l'imaginaire qui est créé, quand une entreprise soutient une cause, qu'est-ce qu'elle crée dans l'imaginaire et dans la mémoire collective et dans les représentations sociales de cette culture? Donc ça, c'est les grandes questions. Effectivement, c'est un sujet qu'on n'a pas remonté ce matin, la question de l'appropriation culturelle, comme elle peut exister. Mais alors du coup, quelles questions on se pose? Quelles garanties on doit, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Quelles questions on doit se poser avant, pendant, après l'engagement culturel pour s'assurer de cet alignement et qu'il soit bénéfique pour la marque et pour, effectivement, la culture à laquelle on fait référence? Déjà, je trouve quand même que, vous le disiez, il y a une évolution très prometteuse. Moi, je suis assez optimiste, je ressens une bonne volonté et j'ai pas ce sentiment de marque ou d'entreprise qui se servent des artistes comme ça a pu être le cas il y a 15 ans, ou même peut-être encore 10 ans. Plus du tout. Il y a parfois des erreurs, parfois des maladresses. On est là aussi, nous, par exemple, pour orienter, pour que les choses se fassent de façon saine et responsable. Néanmoins, je trouve que les choses ont beaucoup évolué. Il y a une époque où effectivement l'art était utilisé à des fins images pour du temps long, de l'éternité, de l'exception, de l'exclusif, du bling-bling. On n'est plus du tout dans ça. Parce qu'aussi les artistes ont également, eux, évolué. Et que les artistes sont le pouls du monde, qu'ils réfléchissent à des problématiques, s'interrogent sur des problématiques qui sont celles de la société, qui sont les mêmes que celles de l'entreprise. Donc en fait, cette coécriture. On est vraiment davantage maintenant dans une collaboration qui prend tout son sens et coécriture des projets. Quand il y a des maladresses, il peut y en avoir. Néanmoins, j'ai envie de dire oui, c'est pas suffisant de soutenir les femmes, c'est déjà pas mal.
Et si parfois il faut aller plus loin, on peut aller plus loin quand on dit les danseuses du président. Ouais, mais parfois, j'ai envie de dire, heureusement qu'ils ont été là, certains. Donc oui, il faut quand même laisser un tout petit peu de clémence aux entreprises et les aider à trouver ce fameux langage commun dont on se parlait au début pour se rencontrer et travailler ensemble de façon vertueuse et responsable. Et ce langage commun, cette compréhension des mécanismes justement entre secteur privé et secteur culturel, Myriam, est-ce que c'est quelque chose, vous voyez que les artistes sont de plus en plus ouverts à l'avoir, parce que c'est, comme vous dites, vous êtes là aussi pour une sorte de traduction. Est-ce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus commun, avec peut-être une pensée anglo-saxonne dans laquelle business et culture ne sont pas tout à fait antinomiques, ou pas encore? Oui, alors c'est intéressant parce que j'ai presque envie de donner une réponse optimiste et une réponse pessimiste. On peut. La réponse pessimiste serait qu'une nécessité fait loi. Il y a un moment donné où, de toute façon, s'ils veulent survivre, j'entends totalement que tout le monde n'a pas la fibre de vente, de commercial, de communication. Donc à ce moment-là, le mécénat stratégiquement est aussi quelque chose d'intéressant pour pouvoir continuer à évoluer différemment. Mais par contre, c'est vrai que parmi les différents clients que j'ai, il y a quand même une plus jeune génération qui sont quand même très acculturés aux réseaux sociaux, à la communication, qui viennent justement pour se dire « Ok, je sais que ça existe, je ne sais pas comment faire, mais comment je peux aller chercher un influenceur qui parle de moi, comment je peux aller chercher une marque, comment je peux créer du brand content, comment je peux réfléchir mon budget prévisionnel, mon modèle de vente, voilà, qui viennent avec justement des termes qui ne sont pas forcément ceux-là, mais où vraiment il y a une réflexion d'aller vers l'entreprise et vers ce que peut porter l'entreprise, qui n'est pas d'ailleurs que du financement. Il y a aussi toute une méthode, toute une vision, on parle depuis le début beaucoup côté entreprise, de ce que j'entends beaucoup c'est côté marque et entreprise ce matin, mais on voit aussi cette volonté d'englober, on parlait de pop culture, d'englober tout le monde. Et bien, si les artistes veulent porter leur voix, il y a aussi quelque chose à faire dans une démarche, puisqu'on est quand même au démarrage quand on est artiste, on est centré sur soi, son entre-soi, on regarde sa vision du monde, et c'est vrai que c'est un petit déclic à avoir que d'aller porter son projet, son art et son projet culturel pour le monde. C'est pas quelque chose qui est forcément naturel pour tout le monde. Géraldine, pour finir, effectivement, vous l'avez dit qu'il y a ce besoin d'alignement entre l'engagement culturel des entreprises et puis effectivement le reste de leur action. On ne peut pas tout à fait segmenter l'image d'une marque et d'une entreprise. Vous nous avez dit qu'il faut effectivement pouvoir mesurer son impact. En quelques mots, du coup, la boîte à outils, qu'est-ce qu'on doit se dire, qu'est-ce qu'on va aller mesurer pour s'assurer que lorsqu'on va s'engager, on le fait de manière positive pour le domaine culturel et globalement la société. Alors justement, là c'est vraiment, pour moi c'est là où est toute la question. Et alors il y a plein de domaines culturels, donc je vais pas donner des critères précis, mais il y a déjà, on en a parlé, l'accessibilité, et puis il y a la représentation de cet art ou cette activité culturelle. Est-ce que ça donne plus envie aux gens d'y aller? Est-ce que ça désacralise? En même temps, parce qu'on a dit, il y a la culture, on va dire, légitime. C'est très ancien, mais quand même, ça existe. La musique classique aujourd'hui, qui va en concert de musique classique? Donc, est-ce qu'il y a des acteurs privés qui souhaitent, en tout cas, soutenir la musique classique, et à ce moment-là, on mesure si ça change la représentation pour les gens qui n'y allaient pas, est-ce que ça leur donne envie d'y aller? C'est à la fois très qualitatif en termes de représentation sociale, est-ce que ça va changer la perception d'une activité culturelle et donc inciter les gens à y aller, à sauver les salles de cinéma? Donc il y a plein de critères possibles, et je pense que pour moi c'est le début du partenariat, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de bien à la culture quand on collabore ensemble. Après, on va regarder comment on le fait, mais déjà, pourquoi on le fait. Et je pense que le pourquoi, même si évidemment il y a toujours un intérêt pour l'entreprise, c'est difficile de dire qu'on peut être désintéressé, mais quand même, ce qu'on a dit ce matin avec l'amicale et l'idée du mécénat, c'est que quand même, c'est ça, c'est ce désintérêt, on va dire le plus fort qu'on peut avoir, qui sera la preuve de l'authenticité de l'action. Ça, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux,
les gens savent ce qui se passe dans les entreprises. Donc, si une entreprise veut faire du beau quand elle fait du moins beau à l'intérieur de l'entreprise, etc., ça se sait. Donc, on peut pas, uniquement, en tout cas, se servir de l'art. Donc, c'est pour ça que cette mesure de l'impact qu'on a sur un secteur d'activité, je pense que c'est la clé pour pouvoir continuer à avoir ce cercle vertueux. Sinon, je pense encore, les entreprises seront vraiment critiquées par rapport à cet intérêt de dorer leur image, etc. Donc je pense que... et là, justement, la recherche peut être importante. Et c'est l'objectif de ce label RCE, vraiment d'outiller les entreprises, de les aider à mesurer, sans pour autant créer une norme injonctive. Mais je rejoins aussi Myriam sur ce point, qu'on n'a pas choisi le mot responsabilité dans RCE au hasard, et que... on pousse un petit peu quand même les entreprises, on les sensibilise, on espère de plus en plus fortement à cet engagement culturel. Myriam, un tout dernier mot, car nous devons terminer. Oui, alors soyons pragmatiques, les artistes adorent les KPI. Hein. Donc, non mais voilà, on va pas se mentir. Cette phrase a l'air antinomique. Non mais c'est vrai, en fait, ils les appellent pas comme ça non plus, mais si on leur explique qu'effectivement, grâce à la collaboration avec l'entreprise, il y a plus de visiteurs, plus de vues sur leur site web, mais évidemment qu'ils aiment ça, évidemment, bien sûr. Donc ce que je retiens, c'est authenticité et cohérence, comme les garde-fous et les questions, les éléments essentiels à se poser quand on s'engage dans la culture. Merci beaucoup, mesdames. Merci pour cet échange. On aurait pu continuer très longtemps.